Philippe. Allez. Merci Annie, merci pour tout. Ouais, bah écoutez, nous sommes partis là pour ma deuxième session, puisque j'ai inauguré ce matin la toute première. Donc, voici ma deuxième session pour cet événement. Et on va parler, autant ce matin on parlait d'Azure, maintenant on va parler de Power BI et on va s'axer sur les bonnes pratiques, sur les choses à faire. Je vous invite, n'hésitez pas à mettre à mettre vos questions dans le chat. Là, par rapport à ce matin, je crois que j'ai réussi j'arriverai à les afficher. Donc, soit je les reprends au fil de l'eau, soit je les reprendrai à la fin. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau. Je peux les surveiller. Donc, voilà, on est parti pour cette petite heure. Euh, et on commence. Allez, hop. Alors, d'abord, merci aux organisateurs, à la communauté qui nous accueille pendant cette journée, cette grande journée. Et merci aux sponsors sans qui tout ça ne serait pas possible. Je suis Philippe Gégère, je suis directeur d'activité dans une société française qui s'appelle Medsys. Je suis basé à Strasbourg, comme l'a dit Annie, et mon domaine, c'est toute la plateforme Microsoft Data. Je suis bien on-prem que dans le cloud. Et puis Power BI. J'ai un certain nombre de certifications que j'ai passées. Et vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Twitter et bien sûr sur mon blog. Donc, voilà. On va parler des bonnes pratiques à respecter pour que nos rapports Power BI soient les plus optimales, plus optimum possible. Je vais dégager 3 grands chapitres, l'optimisation au chargement, l'optimisation au modèle et l'optimisation lors de la partie data visualisation. On va garder une vingtaine de minutes pour faire une petite démonstration. Une autre façon d'aborder les optimisations que j'ai citées au-dessus, je me risquerai, comme d'habitude, à une petite conclusion. Voilà, on va commencer. On va parler donc de l'optimisation du chargement, c'est-à-dire la partie Power Query. Quelles sont les règles à respecter pour avoir un chargement dont les performances sont optimum. La première chose, je voudrais vous parler, c'est du query folding. Alors, je suis un grand amateur sur les noms français, mais celui-là, je préfère pas le traduire. Euh, on serait loin du truc. Qu'est-ce que c'est que le query folding? Alors d'abord, le query folding ne fonctionne pas sur toutes les sources de données, uniquement celles qui ont des serveurs qui sont capables d'exécuter des requêtes, des traitements sur des choses. Alors, ça va inclure SQL Server, Analysis Services, Oracle, vous voyez, donc des choses où il y a des serveurs qui vont être capables de préparer, de transformer les données, etc. Et, ça ne pourra pas se faire, par exemple, sur un fichier plat, puisque à part lire le fichier, il n'y a pas de serveur, il n'y a pas de notion de serveur pour l'exécuter et optimiser. Donc l'idée d'abord de cette partie, c'est de dire comme le Power Query n'est pas forcément très performant, euh, on va le faire sur quelque chose de plus performant. Un moteur de base de données, son boulot c'est de faire des requêtes. Là, on est très performant. Le Power Query, il faut savoir qu'il est développé en .NET, il est de mémoire monothread, il marche que sur un CPU. Autant vous dire que c'est pas franchement le meilleur endroit pour faire des traitements massivement parallèles dessus pour faire des grands volumes. Donc l'idée c'est ça. Et donc il y a un certain nombre de Power Query dans Power BI est capable de transformer, d'envoyer une requête complexe au serveur. Il y a un certain nombre de types de transformations qui sont capables de le faire. Je pense par exemple à des fonctions de filtrage, de renommage de colonnes. Donc quand vous faites ça, vous, euh, vous allez demander à Power Query à générer une requête qui n'est pas un select étoile de toutes les colonnes, mais un select qui va faire les transformations. D'autres transformations, par exemple changer un type, n'est pas pris en charge par le query folding. Et à ce moment-là, vous avez dans votre chaîne de traitement, vous avez une rupture et à ce moment-là, il n'y aura plus de possibilité dans les étapes suivantes de maintenir du, maintenir le fait de faire un traitement dans le serveur. Donc, vous pouvez l'afficher, cette requête, dans
dans la partie droite de Power Query, en faisant un clic droit et afficher la requête, il vous montre à ce moment-là la requête native. Si vous voyez que la zone est grisée, c'est que vous avez perdu le query folding et où il n'affichera pas il ne peut pas afficher la requête native. Il faut remonter quelques étapes pour le retrouver. Donc, essayez autant que faire se peut de mettre toutes les étapes qui exécutent un traitement côté SQL ou autre, de le faire en début de traitement dans Power Query et les traitements qui n'ont pas d'équivalent en SQL, de les faire ensuite. En affichant donc la requête native, vous voyez tout de suite si c'est possible ou pas. La deuxième chose dans les bonnes pratiques, c'est d'utiliser des datasets, en fait deux types de datasets, celles sur lesquelles vous allez utiliser un rapport, mais dans le dataset fera référence à un autre dataset pour qui il n'y aura pas de rapport utilisé. L'idée, c'est de décorréler, de débrancher les deux pour que on ait une possibilité de travailler d'un côté sur uniquement les datasets, les jeux de données, de l'autre côté les rapports. Donc, si on regarde sur le graphique, vous avez une source de données quelconque, de type web ici, et donc vous avez un premier jeu de données qu'on appelle Query 1, ce qui va faire les traitements. Et ensuite, on va prendre des rapports avec leurs jeux de données, Query 2, 3 et 4, qui eux ne vont pas faire de traitement, mais simplement pointer sur le jeu de données Query 1. Et on peut très bien désactiver le chargement, puisque le fait d'interroger Query 1 activera le Query 2. Donc on va avoir des datasets qui font les transformations, d'autres datasets qui ne sont attachés à des rapports, mais qui ne font pas de transformation ou très peu. C'est une bonne pratique de corréler les deux. C'est pas indispensable, mais ça peut être intéressant en termes de traitement, etc. Ensuite, les autres optimisations côté traitement, côté Power Query, d'abord, c'est de réduire les données au maximum dès le début pour limiter la charge de mémoire et la charge de traitement de données dans le Power Query. C'est-à-dire, par exemple, avoir un filtrage horizontal et vertical. Alors, qu'est-ce que j'appelle un filtrage horizontal et vertical? Un filtrage horizontal, c'est tout simplement, je supprime d'emblée à la première étape toutes les colonnes inutiles. Voilà, donc je ne me les trimballe pas, je ne les garde pas avec moi pendant tous les traitements de la chaîne des opérations dans Power Query. Je supprime tout de suite tout ce qui est inutile, tout ce que je sais que je n'aurai pas besoin. La deuxième façon, donc là ce sera le filtrage horizontal, ce sera de supprimer toutes les lignes de données qui ne me serviront pas non plus. En jouant sur ces deux aspects, je vais tout de suite, dès le début du traitement, je vais pouvoir alléger la charge de mon traitement Power Query de manière assez notable. Pourquoi se trimballer un boulet au pied si on peut s'en débarrasser le plus tôt possible? C'est un peu la règle. Voilà. La deuxième chose, c'est plus pour la lecture et le traitement, c'est d'essayer de séquencer les instructions dans le même sens, logiquement, c'est-à-dire par exemple, comme je viens de dire, les éléments de filtre, on les supprime le plus tôt possible, comme ça on va alléger. Après, on va faire les changements de type, on va faire éventuellement des transformations, des découpages de colonnes, etc. Mais tout ça, on va le faire séquentiellement de manière logique pour que, les mêmes instructions soient ensemble, voire fusionnent, puisque Power Query, c'est fusionner. Par exemple, si vous faites une étape de renommage de colonnes et que vous enchaînez à nouveau par une étape de renommage, Power Query, c'est les fusionner directement et ne crée qu'une seule ligne de traitement. C'est intéressant puisqu'on va limiter le nombre d'actions, faciliter aussi la lecture, la maintenance, etc. Donc, en mettant par exemple les filtres au début, les traitements de données plus tard et le renommage tout à la fin des colonnes et le changement de type tout à la fin, eh ben, on va avoir quelque chose qui va être tout à fait lisible, simple et puis surtout maintenable parce qu'on va pouvoir comprendre à peu près ce qui se passe et pourquoi pas renommer les étapes pour que comprennent, ne pas prendre les noms par défaut ou quand on les associe certains traitements, par exemple à rajouter des colonnes dans le traitement, ça s'appelle ajouter colonne 1, ajouter colonne 2, ajouter colonne 3. Autant vous dire que c'est pas très, très lisible et qu'il faut regarder en détail ce qu'il y a derrière le code pour pouvoir savoir quel est le traitement. Donc, séquencer logiquement, donner de la logique
pour pouvoir revenir plus tard et comprendre les actions qui sont réalisées. Il ne s'agit pas que ce soit n'importe quoi dans n'importe quel ordre et ne rien comprendre, surtout si quelqu'un reprend un projet de ce type-là. Je souhaite bien du courage. Voilà, et je crois que c'est la dernière de la partie Power Query, mais c'est peut-être la plus importante. Les traitements qu'on va faire côté Power Query, l'objectif c'est d'arriver à ce que les tables que génère Power Query respectent le schéma en étoile, cher à notre ami Ralph Kimball, qui a pris sa retraite il y a quelques années, mais qui a théorisé tout ça dans un livre qui s'appelle de mémoire le Toolkit du Data Warehouse. Qui a théorisé toute la théorie sur laquelle s'appuie Power BI et d'autres outils d'analyse. Donc, c'est de respecter le schéma autant que faire se peut, le schéma en étal. Et donc, l'idée, c'est de créer les dimensions tout autour et la table de fait au centre. Et comme on va mettre plusieurs tables de fait dans notre projet, ben, on peut appeler ça des constellations. Plein d'étoiles, c'est des constellations. Donc, l'idée, par contre, d'un schéma en étoile comme ça, avec une table de fait, la table de fait, c'est ce qu'on veut mesurer. C'est donc des éléments, la plupart du temps numériques, qu'on veut additionner, calculer des moyennes ou que sais-je, mais bref, ce sont des choses qu'on veut analyser. Et autour, on va trouver des dimensions, donc ce sont des noms des dimensions. On va trouver par exemple les produits, si c'est des tables de vente, on va trouver les produits, on va trouver les dates associées, on va trouver le nom du revendeur, la table des employés qui sont occupés de faire la vente, et ainsi que le territoire, par exemple, du client, la zone géographique du client. Voilà, ça c'est quelques exemples de tables. C'est ce qu'on appelle des dimensions. Et ces dimensions ont des attributs. Par exemple, si on prend une zone géographique, les attributs, ça peut être le continent, le pays, le département, la ville. Pour un client, ça peut être différents éléments. C'est son statut social, son niveau de diplôme, c'est sa zone géographique, le nombre d'enfants qu'il a, etc. Tout ça, ce sont des attributs qu'on trouve. Au niveau de la date, bah, une date donnée, elle appartient à une année, un trimestre, un semestre, un mois, à une semaine. Voilà, par exemple, tout ça. Donc, l'idée, c'est de pouvoir faire des agrégations par année, par mois, par trimestre, par semestre, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment de respecter ce schéma en étoile et de faire les traitements, les transformations nécessaires. Vous trouverez forcément sur Internet, si vous cherchez toutes les théories. Je vous ai mis un petit article qui était paru, je crois que c'est en octobre dernier, de la part de la société SQL BI, avec Marco Russo et Alberto Ferrari. Je ne sais pas si vous les connaissez. En tout cas, c'est deux grandes personnalités, deux Italiens, très connus dans la communauté, qui sont très, très, très forts en DAX, et qui se sont amusés à montrer l'importance du schéma en étoile en essayant de montrer comment, la plupart du temps, vous savez, une facture, vous avez l'entête de facture, vous avez une ligne de facture. Est-ce que dans le cas d'un schéma en étoile, il vaut mieux garder les deux tables séparées ou bien faire un schéma en étoile, c'est-à-dire amener dans la facture l'entête et les lignes d'entête et les lignes de détail de la facture comme une seule table, comme c'est généralement préconisé depuis 20 ou 30 ans, par rapport à ça. Et donc, ils sont amusés à faire des mesures et je vous invite à regarder cet article en anglais et vous verrez qu'il n'y a pas photo. Le schéma en étoile est quand même largement plus performant, donne des meilleurs résultats, etc. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser, à vous renseigner si vous ne connaissez pas du tout le schéma en étoile. C'est la base même des projets au moins moyens ou grands à respecter pour avoir des temps de réponse optimum au niveau de tout ce qui est analyse et donc dans Power BI. Donc voilà. Donc faites vos transformations pour arriver à ce genre de schéma. Moi, pour ma part, j'ai l'habitude de le faire non pas en Power Query, mais dans un entrepôt de données, c'est beaucoup plus facile à manipuler. Je suis plus à l'aise en SQL qu'en langage M, et puis j'ai de la puissance sous le capot avec du SQL. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la partie Power Query. On va parler de la partie modèle, vous savez, donc bon, c'est peut-être pas, c'est CSS, on en a parlé pas mal depuis le début de la journée, j'ai vu plusieurs sessions qui en parlent, et on va regarder cette partie-là, comment concevoir son modèle, etc. Alors d'abord, les types de relations. Les types de relations sont importantes. Si vous voulez avoir des bonnes performances, privilégiez les relations AN.
avec des nombres, si possible, avec des clés de jointure des nombres, éviter du texte parce que c'est beaucoup plus long à travailler. Les nombres entiers, ben, c'est natif dans le processeur, c'est un coup d'horloge. Si vous faites du traitement de texte, ça peut être 1000, 2000 coups d'horloge dans le processeur pour faire le traitement, l'égalité ou la différence. Donc, les entiers, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'il faut privilégier par rapport à ça. Ensuite, les relations A à N, c'est typiquement les relations qu'on trouve dans un schéma en étoile, la table de fait étant le côté N et les dimensions étant le côté 1. Les tables de type 1-1 sont à proscrire parce qu'en fait, il suffit de fusionner les deux tables et vous arrivez à, à la même chose et avoir la performance. L'intérêt d'une jointure 1-1 à vraiment étudier, mais normalement, il faut s'en passer et tout transformer. Les relations N-N posent des gros problèmes de performance dans le traitement, etc. Donc, méfiez-vous avec ce genre de choses, vraiment à éviter en dernier recours. Dans les relations, il n'y a pas seulement la cardinalité, il y a aussi deux autres éléments. C'est les relations bidirectionnelles, c'est la possibilité de remonter, par exemple, du customer dans le schéma là, où c'est représenté par l'encadré rouge. Vous avez les customers et product par rapport à la table de fait qui est les ventes. Vous voyez que la liaison entre les ventes et la table des produits, il y a une double flèche qui signifie qu'on est en liaison bidirectionnelle. Ce qui veut dire, c'est que quand on filtre vers le client, on peut filtrer aussi les produits qui sont associés à ces clients et avoir une liste plus restreinte. C'est très intéressant quand on a des grandes listes, mais les impacts sur les, sur les performances peuvent être non négligeables, donc attention. L'autre chose, c'est que vous pouvez, par exemple, avoir plusieurs jointures entre deux tables. Par exemple, ici, le cas de vol dans les aéroports, et forcément, dans le cas d'un vol, identifier l'aéroport d'origine et l'aéroport de destination. Du coup, on a deux jointures pour identifier les aéroports. Le problème dans ces cas-là, c'est on a toujours une relation active et toutes les autres sont inactives. On ne peut en avoir qu'une active à chaque instant. Et pour pouvoir l'utiliser, une relation inactive, ça veut dire rajouter des mesures d'axe pour pouvoir les exploiter. Donc, ça veut dire surcharger un peu le modèle en rajoutant du DAX. C'est tout à fait faisable, mais il faut savoir le gérer correctement, cette double jointure dans les mêmes tables, etc. Et voilà. Autre façon d'optimiser les performances au niveau du modèle, je le dirai jamais assez, j'ai déjà dit sur Power Query, là, dans la partie gestion du modèle, bah, c'est de réduire la taille du modèle, la taille des données. On verra toujours qu'on a, et ce sera l'objet aussi un peu de ma démonstration tout à l'heure, je vous donnerai des éléments d'évaluation pour se connaître la taille de votre base. Créer une table de date, identifier-la comme date, c'est la meilleure bonne pratique. Et ça aussi, je vous en ferai une petite démonstration des effets justement de ne pas utiliser une table de date et de laisser le système gérer les dates par lui-même. Vous verrez qu'on va réduire sensiblement le modèle. L'autre choix aussi, c'est que vous avez la possibilité de jouer sur différents modes de chargement des tables. J'en ai cité quelques-uns. Le plus courant, c'est bien sûr le mode import. Toutes les données sont stockées dans Power BI, dans le moteur SSIS, puisqu'il s'agit de lui, spécifique à Power BI. Donc, toutes les données sont importées, on planifie, on rafraîchit, on planifie et les données sont rafraîchies selon la planification, typiquement une fois par jour. On a du direct query, c'est intéressant le direct query et ça marche pas pour toutes les sources. Un peu comme query folding. En fait, c'est lié au query folding. En fait, là vous avez un serveur, on va pouvoir exécuter. L'idée c'est que moyennant un certain nombre de transformations qui permettent justement le query folding, eh ben on peut faire exécuter la charge de l'agrégation non plus dans Power BI, mais directement sur le serveur SQL ou pourquoi pas un moteur Data Warehouse dans Synapse Analytics. Voilà. Donc, à partir du moment où on sait gérer la création des requêtes, on sera capable de faire du direct query et on peut déporter la charge vers le serveur distant.
Alors, intéressant quand on va dépasser les capacités de Power BI. Vous savez, vous avez 10 gigas avec un Power BI Pro. Si vous devez dépasser les capacités des 10 gigas où vous commencez, pourquoi pas prendre un moteur Power BI, pardon, excusez-moi, Azure SQL Data Warehouse. Moi, je fais une démonstration il y a quelques mois, 1,5 milliard d'enregistrements agrégés en moins de 3 secondes avec la partie Data Warehouse de Synapse Analytics sans aucune optimisation. Avec Power BI, je ne pense pas que j'aurais été capable de faire ça aussi vite et surtout supporter 1,5 milliard d'enregistrements. Vous avez le mode composite qui est un mode mixte des différentes modes. Un petit mot pour le Live Connection, c'est l'autre nom pour dire qu'en fait on a un moteur de type Azure Analysis Services ou SQL Server Analysis Services et on va faire traiter les agrégations dans ce moteur-là et non plus dans Power BI. N'hésitez pas à utiliser les fonctions d'agrégation. Là, il faut des outils tiers. Ça peut améliorer un petit peu. Un petit rappel, le RLS, le Role Level Sécurité, vous savez, c'est la possibilité de pouvoir, en fonction de l'identité de la personne, filtrer les informations et filtrer, ne ramener que quelques lignes. Par exemple, un commercial ne voit que son secteur de vente. C'est ce qu'on appelle le RLS, le Role Level Sécurité. Mais sachez que ça dégrade les performances parce que ça oblige le moteur à toujours réaliser un filtre supplémentaire systématiquement sur toutes les requêtes. Donc, c'est à prendre en compte quand on fait des choix du RLS. Ensuite, quelques mots au niveau du DAX. D'abord, sur l'écriture du DAX, il y a quelques règles d'écriture des requêtes. Je vous les donne ici. Quand on utilise dans une colonne, dans une requête DAX, des colonnes déjà existantes qui viennent de la partie Power Query, pour faire simple, il faut toujours que les colonnes soient référencées du nom de la table. Ça évitera les ambiguïtés. C'est important. On pose la question, est-ce qu'on peut utiliser du DAX dans le mode directory? La réponse est oui. On peut effectivement surcharger. Attention, est-ce qu'effectivement on n'ait pas des problèmes de performance derrière, puisque ce sera exécuté sur un serveur. Et alors, je reprends. Et au niveau des mesures, on ne tag jamais les mesures de la table associée. En fait, les mesures dans le comportement du moteur derrière n'appartiennent à aucune table. On peut les déplacer de table en table, ça ne change pas. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? D'abord, c'est parce que quand on fait la saisie, ça évite les ambiguïtés, ça permet que le moteur qui valide la requête, le texte de la requête DAX puisse les requêtes DAX, excusez-moi, j'étais en train de lire le texte qu'on me pose, je la garde un peu plus tard, hein, celle-là. Au moment où il y a la validation, il n'y aura pas d'ambiguïté et comme ça, ce sera validé. Donc, c'est la première chose d'abord, ça permet effectivement d'éviter les erreurs d'entrée des formules et la validation. Ensuite, la robustesse, c'est ce qui permet, typiquement, si vous taguez, si vous changez une table, une mesure, à ce moment-là, les autres requêtes vont être impactées et vous aurez des erreurs dans tous les sens et vous allez perdre la consistance de votre projet. Donc, c'est à éviter par là. La troisième chose, c'est que ça facilite la lisibilité. Vous savez, s'il y a un nom de table dans une référence de colonne, vous savez que c'est une colonne native. Si vous ne voyez pas de nom de table, c'est une mesure. Voilà, c'est un moyen simple aussi de faciliter la lecture. Au niveau du DAX, il y a des erreurs à éviter pour avoir les performances. Par exemple, éviter d'utiliser if-error, if-error, ça fait générer l'erreur, etc. Essayez plutôt de faire des commandes en if pour éviter que ça produise des erreurs et que ce soit catché ensuite par is-error ou if-error. Vous aurez des gros problèmes de performance. C'est pas une bonne méthode, quoi qu'il arrive dans tous les langages, de travailler en générant des erreurs, des exceptions. Éviter la division, et là ça va aussi au-dessus, éviter justement les divisions par zéro en utilisant la fonction divide qui prend en charge ça nativement et qui facilite la lecture. Éviter de convertir les blancs, le champ blanc en valeur, ça alourdit le traitement et ça pose des problèmes dans les cascades de choses. Dans le calculate, on va privilégier par exemple le keep filter ou filter. De manière générale, on ne va pas mettre le filter
on va privilégier dans la deuxième partie du calculate, de la fonction calculate en DAX, on va privilégier plutôt des expressions booléennes qui donnent de meilleurs résultats en termes de performance. Pareil, utiliser select value à la place de value, utiliser count rows à la place de count. Count, ça veut dire qu'il faut compter les lignes, les champs que vous retournez, alors que le count rows, lui, c'est beaucoup plus simple, il compte les lignes. Donc c'est ce genre de petites choses qui existent. Je vous en ai cité quelques-unes, il y en aurait d'autres, mais sachez-le. Et puis de manière générale, utiliser des variables pour améliorer les faux formules DAX, c'est une façon d'améliorer. Sauf que n'oubliez pas, dans le DAX, quand vous utilisez un élément dans DAX, il est évalué au moment de l'utilisation, alors que les variables sont initiées et les valeurs sont attribuées au moment où on déroule au début du traitement tout de suite et ils sont figés. Donc attention, vous pouvez avoir un effet de bord par rapport à ça. Au niveau de la data vis, au niveau de la data visualisation, qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser nos performances? Je vais vous en donner quelques exemples assez simples. D'abord, pour ma part, alors c'est pas un élément de performance, c'est un élément de bonne pratique parce que j'aime pas faire 3 fois ou 4 fois la même chose. Alors j'aime bien cette citation d'Albert Camus, qui n'est pas d'Albert Camus, mais qu'on lui prête. Hein. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Ne pas nommer les choses, c'est lier l'humanité. Voilà, c'est une façon de vous rappeler. Moi, j'aime pas refaire les choses, c'est-à-dire que quand généralement mon modèle il est nommé d'entrée, et que quand je l'utilise ensuite dans la partie DataVis, eh ben, j'ai pas besoin de renommer à chaque fois tous les composants, tous les noms des légendes, etc. C'est fait une fois pour toutes. Donc, n'hésitez pas en sortie de modèle à ce que tous vos noms soient clairs. J'aime pas voir l'étape qui s'appelle DIM quelque chose. J'aime pas voir les noms abrégés qu'utilisent les informaticiens. Ça, je supporte pas non plus. Je fais en sorte que mes modèles, n'importe quel utilisateur de la société, puisse comprendre de quoi je parle. S'il faut, le mot CA est trop ambigu, bah, je parle de chiffre d'affaires, etc. Donc, même si les textes sont un peu plus longs, mais au moins je fais cet effort pour que tout le monde dans la société, j'allais dire, de la secrétaire jusqu'au PDG, tout le monde parle le même langage. Et au moins, on n'est pas d'ambiguïté en utilisant des termes d'informaticiens que soit nous, on comprendrait. C'est vraiment pas le but. Il faut que la partie analyse soit supportée par tout le monde. Ensuite, en termes, là, un peu plus de performance, je ne sais pas si vous savez, mais les tableaux de bord, hein, je ne parle pas des rapports, mais vraiment des tableaux de bord, ils utilisent un système de cache pour les mosaïques et sur lequel vous pouvez faire des rafraîchissements. Et entre deux rafraîchissements, en fait, les valeurs sont figées. Donc, si vous avez des problèmes de performance pour afficher certains graphiques, n'hésitez pas plutôt à passer dans le tableau de bord et d'utiliser cette mécanique de rafraîchissement du visuel, et vous aurez comme ça vous aurez moins de problèmes de performance. Surtout, quel est l'intérêt quand vous rafraîchissez une fois par jour votre modèle, de refaire à calculer à chaque fois toutes les agrégations? Pourquoi pas les utiliser, les calculer une fois par jour et les servir aux utilisateurs par là même. N'hésitez pas aussi quand vous utilisez des visualisations, obligez l'utilisateur à filtrer au maximum les données. Ça vient aussi comme le troisième point, c'est-à-dire que plus il y a de données affichées, plus le chargement est lent parce qu'il faut gérer au niveau de la visualisation tout ce volume de données. Donc, moins vous en mettrez des données, plus vous serez restrictif et plus vos filtres seront importants et mieux vous aurez des temps de réponse. Ça peut jouer effectivement au niveau des utilisateurs, ça permettra de faciliter le confort. Surtout si vous avez, c'est un autre erreur, c'est de mettre beaucoup de visuels sur des pages de rapport. Autant de rapports, autant de visuels qui s'affichent, c'est autant de calculs de requêtes à chaque fois que vous affichez la page. Donc attention, limitez le nombre de visuels. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est des systèmes de masquer les visuels et d'utiliser les bookmarks, les boutons pour faire du switch d'écran, parce que quand un visuel n'apparaît pas à l'écran, il est masqué, il n'est pas calculé. Donc, en jouant par ce biais-là, en limitant le nombre de visuels, mais en utilisant des boutons pour masquer, afficher certains visuels, eh ben, vous aurez la même expérience sensiblement pour l'utilisateur, mais en tout cas des réponses visuelles assez importants. Une petite chose aussi, si vous utilisez des composants que vous prenez depuis le AppSource, vous savez, le magasin de composants qui sont fournis par
la communauté et non pas par Microsoft, certains visuels peuvent avoir des gros problèmes de performance, sont mal développés, entre guillemets, et donc vous impactez énormément sur l'affichage. Donc pensez-y à toujours analyser bien le composant que vous utilisez, parce que vous pouvez avoir des mauvaises surprises de ce côté-là. Voilà, une petite demi-heure sur les slides, c'est à peu près ce que j'ai prévu. Maintenant, je vais vous montrer en démonstration d'autres petites choses pour vous accompagner et optimiser tout ça. Sur 2-3 éléments que j'ai cités, on va les retrouver. Et les autres, j'en ai parlé. Voilà, je vais partir de ce rapport-là. Alors, c'est pas joli, hein. Les noms par contre, sont bien choisis. Alors, j'ai piqué ça, je l'ai cité tout à l'heure, la société SQL BI. J'ai piqué ces 2-3 éléments à nos amis Marco Russo et Alberto Ferrari de la société SQL BI. Donc, bon, voilà. La visualisation m'intéresse peu. Ce qui m'intéresse là, c'est je vais vous montrer ce qu'il en est. C'est sur d'autres éléments. Par exemple, on va regarder ça. Je ne sais pas si. Alors, je vais vous laisser quelques secondes le temps de regarder un petit peu cette représentation. Si quelqu'un peut déjà en dire des choses dans le chat, je vais regarder. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Et je vous laisse encore quelques secondes. Et à la fin, moi, je vais vous donner un petit peu mon avis. Alors, si vous regardez bien, on a bien la table de fait ici, hein, qui est la table des ventes. Et on a 2 tables de dimension, une de date et une de produit. Déjà, ce qu'on peut déjà repérer, c'est que les jointures entre ces deux tables, elles sont déjà bidirectionnelles. Alors, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça ne l'est pas? À savoir, en tout cas, évitez de le faire. Ça vous posera des petits soucis de performance si vous le maintenez. D'autant plus qu'on voit que les autres jointures ont aussi le même comportement d'être bidirectionnelles. Mais par contre, par rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, le gros défaut de cette représentation, c'est qu'elle n'est pas en étoile, elle est ce qu'on appelle en flocon, c'est-à-dire que vous voyez, la table de dimension produit a elle-même d'autres tables qui sont jointes. Et donc, si on en a beaucoup, plutôt qu'une étoile, ben, ça fait des petites branches autour des branches principales de l'étoile. C'est ce qu'on appelle un flocon. À faire avec beaucoup de parcimonie, mais en tout cas, en termes de performance, on est obligé, quand on interroge la table produit pour aller jusqu'à la catégorie, on est obligé d'interroger le filtre entre la table des ventes et la table des produits, entre la table des produits et la table des sous-catégories, la table des sous-catégories et la table des catégories. Tous ces éléments de jointure sont très chers en termes de calcul dans le moteur et c'est à proscrire. Donc, l'idée qu'il aurait fallu, c'était de ramener la catégorie et la sous-catégorie dans la table produit, quitte à dénormaliser. On dénormalise les 3 formes normales habituelles du langage SQL, cher à nos amis qui ont inventé le SQL en 1969, c'est pas hier, mais pour des raisons de performance à l'époque où la mémoire coûtait cher, on avait inventé les formes normales. En termes de BI aujourd'hui, vous savez très bien que le stockage ne coûte rien et c'est les jointures qui coûtent cher, donc c'est le CPU par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à éviter les flocons en ramenant les tables catégorie sous-catégorie ici dans la table produit. Voilà, ici, ben, c'est à peu près tout ce qu'on va regarder. Moi, je vais vous mettre 2 produits externes pour compléter l'analyse. Ces 2 produits sont gratuits, disponibles en téléchargement, faciles à installer et très performants. Le premier qu'on va regarder, là, comme je les ai installés, vous voyez, j'en ai un certain nombre. Ils sont quand vous avez des outils externes installés, vous voyez à ce moment-là un nouveau menu apparaître. Celui qui va m'intéresser ici, ça va être DAX Studio. Alors, je vais le lancer. Et quand on le lance depuis Power BI, c'est DAX Studio et le deuxième que je vous présenterai, ont la particularité de se connecter déjà tout seul à notre modèle. Vous voyez ici, il est sur ma machine avec le port IP 61451. Je n'ai pas besoin d'aller chercher ce numéro de port. Je suis déjà connecté à ma machine, à mon modèle Power BI. Et donc là, je vais pouvoir interagir avec mon modèle pour voir un certain nombre de choses. La première chose que je vais vous montrer, elle est dans l'option avancée et je vais afficher les métriques. Et vous voyez qu'il y a un nouvel onglet qui apparaît ici,
qui était le Vertipack Analyzer Metrics. Et je vais commencer d'abord par la fin. Je ne comprends pas pourquoi ils l'ont mis là. Moi, j'aurais préféré le mettre dans l'autre sens, tellement c'est important. Ici, ça me donne une idée déjà de la volumétrie de ma base de données et du nombre de tables, nombre de colonnes. Vous voyez, ma base, elle fait 2 mégas, autant vous dire que c'est tout petit. Et mon petit flocon de talent ne va pas m'impacter vu la taille de ma base de données, vu qu'il y a très peu de données, etc. On verra par ailleurs. Donc 8 tables, 70 colonnes. Les tables font en moyenne 10 colonnes, ça me semble plutôt équilibré. En tout cas, je m'inquiéterais si j'avais, je sais pas, 2500 colonnes, ça qui peut faire beaucoup, etc. et avoir des problèmes de performance. 8 tables, et on va aller pouvoir analyser les tables et voir un petit peu leur charge. Et si vous regardez bien, il y a déjà quelque chose qui devrait vous sauter aux yeux. C'est local table, local date table, avec ces numéros, ces UID à rallonge. Il y en a 3, alors que j'ai une table date à côté. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, j'ai pas fait la bonne chose ici. J'ai bien effectivement ma table date, mais tous les champs date qui sont dans le système sont. Alors, attendez, où c'est que je trouvais ça? Il y en a ici, vous voyez. Ici, il y a, on ne le voit pas trop ici, il ne les a pas représentés, c'est dommage, mais en fait, l'erreur que j'ai commise, c'est qu'en remettant ma table date, je n'ai pas désactivé la gestion automatique des dates dans Power BI, et du coup, à chaque fois qu'il trouve un champ date, il me, euh, il doit être désactivé. Voilà, donc ici, c'est ce fameux Time Intelligence Auto Date Time qui est actif. Je vais le désactiver simplement et on va lui laisser le temps de se rafraîchir en gérant ça. Voilà, il n'y a pas eu d'impact. Je vais fermer cette fenêtre parce que j'aurais besoin d'un peu d'espace tout à l'heure. Voilà. Donc ici, mes dates, j'ai viré mes dates et on va l'observer tout de suite. Je vais lui demander de rafraîchir mes métriques. Et si vous regardez bien, je suis passé de 8 à 5 tables avec 46 colonnes. Je garde à peu près ma moyenne. Et puis mon modèle est passé à été réduit pratiquement 0,4 sur 2, ce qui doit me faire 20% si je ne me trompe pas, ou peut-être pas. Je calcule trop vite. Voilà. Donc, et vous regardez ici, mes tables ont disparu. La table la plus importante en termes de volume, c'est celle-là. C'est ma table des ventes qui est plutôt raisonnable. Elle représente, on ne le voit pas, si on le voit sur les autres colonnes, non. Je crois que c'est celle-là. Je ne sais pas pourquoi les colonnes n'ont pas suivi, mais de mémoire, ça c'est le ratio dans le modèle total de la table, donc 46%. La deuxième date fait 33%. Je peux analyser plus finement. Et si vous regardez bien, j'ai effectivement ici le volume des colonnes. 215 octets de mémoire, ou kilo-octets. Qui me donne effectivement, vous voyez, la plus grosse colonne, c'est de l'hybridide, mais je peux pas la supprimer. Puis on voit qu'ici, il y a 1099 enregistrements uniques, ce qui est pas mal. C'est plutôt qu'on a un bon taux de compression. Il faut effectivement que pour que les colonnes soient, on ait un meilleur temps de réponse, et une bonne pratique, c'est de réduire la cardinalité, c'est-à-dire que le nombre soit le plus petit possible. Là, vous voyez que le plus important, ça reste product key, avec 2235 lignes de valeurs différentes. Malheureusement, c'est un clé de jointure, je ne peux pas la supprimer, et je peux vérifier juste, par contre, pour vérifier la taille, c'est un entier 64. Je ne peux malheureusement pas intervenir pour réduire cela. Donc voilà ici quelques éléments qui nous permettent de voir un petit peu comment optimiser le modèle. Par exemple, si j'avais un champ adresse postal, vous imaginez bien, ou un numéro de téléphone, tout le monde a un numéro de téléphone différent, on va jamais filtrer, une cardinalité ici va exploser, ce champ, ce sera, et du coup, probablement que la taille de la colonne explosée aussi. C'est la première chose à faire, ce serait de supprimer cette colonne qui ne sera jamais utilisée dans l'analyse et qui permettrait ainsi de réduire la taille du projet. Je vous rappelle que Power BI, le modèle est stocké en mémoire. Donc moi, j'ai de données en mémoire, plus j'irai vite pour le traiter. Voilà ce que je pouvais vous dire rapidement sur cette analyse de métrique qui nous donne déjà un premier élément. La deuxième chose qu'on va utiliser
toujours dans DAX Studio. Pour ça, on va activer un module, il est ici, l'analyseur de performance. Il a réduit la zone fenêtre, mais c'est pas grave, ça va pas nous intéresser. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est cette fameuse fenêtre. Je vais activer l'enregistrement des éléments et je vais demander le rafraîchissement de la totalité des visuels qui sont à la page. Et vous voyez ici, j'ai mes quatre composants, mes quatre visuels, j'ai mes deux slicers et mes deux matrices, pardon. Elles sont là. Elles ont chacun pris très peu de temps, hein, en millisecondes. Autant vous dire que pour l'utilisateur, c'est imperceptible. Le plus grand, c'est le calcul de la matrice. Celle-ci a pris 375 millisecondes. Autant vous dire que c'est à peine le temps d'un battement d'une paupière. Autant vous dire que l'utilisateur n'a pas vu. Hein. Si vous voulez, je vais faire le rafraîchissement. Vous allez voir à nouveau. Hop, vous voyez, c'est quasiment immédiat. Et ce qui prend on vous donne aussi ici le détail. La requête ici n'est pas très longue, elle a pris 10 secondes. Ce qui était plus cher, c'est l'autre, 280 millisecondes. C'est propre à Power BI visualisation, on ne pourra pas trop intervenir. Moi, ce que je vais vous montrer, imaginez que cette requête-là nous a pris 2-3 secondes. L'idée, c'est comment l'analyser. Et bien, tout simplement, on va faire copy query. Maintenant, cette requête, elle est dans mon cache. Et je vais dans mon presse-papier, pardon, et je vais la coller dans Power BI. Et ici, si vous regardez bien, on va retrouver la requête pour afficher ce composant. Je vais faire deux choses avant d'exécuter. Je vais activer une fonctionnalité de DAX Studio qui est ici, qui va rajouter cet onglet-là que j'afficherai juste après, le Saver Timing. Et je vais faire une deuxième chose, c'est que je vais supprimer le cache pour voir le temps sans utiliser le cache interne, sachant qu'il va Power BI, au niveau du DAX, s'il stocke les résultats des dernières requêtes, et s'il retrouve la même requête, eh bien, il va nous servir le cache plutôt que de nous servir le cache plutôt que d'intervenir sur le modèle. Pour que moi, ce que je vais vous montrer, je veux qu'il crée comme si la requête n'existait pas, et je vais donc activer le mode cache. Donc si je vais cliquer ici sur la touche Run, il va non seulement exécuter la requête, mais au préalable, il aura effacé le cache. Voilà, ici vous retrouvez avec le résultat de ce qui va s'afficher dans Power BI, dans le visuel, sachant que vous voyez, il y a un petit traitement, il calcule tout en une fois, et notamment, il y a on rajoute une colonne, une ligne du grand total qui permettra d'afficher ce qui est en bas du composant, ce qui est la ligne qui est ici, le grand total, dans le même traitement. Ensuite, DAX n'aura qu'à afficher ces éléments dans la partie studio et dans la partie du visuel, et cette ligne tout en bas dans la ligne de total. Ce qui m'intéresse ici, c'est pas tant le traitement. En tout cas, ici, nous, on voit la requête qu'il a exécutée. On va pouvoir intervenir. Ici, on voit les éléments de filtre qui ont été posés et puis les différents composants de la requête et puis le résultat qui est ici avec l'order by qui va bien pour pouvoir les afficher dans l'ordre, dans le rapport. Ce qui m'intéresse, c'est la partie qui est ici, le serveur timing. Et on va voir ici le temps de réponse et on va savoir un petit peu d'où viennent les problèmes. On va pouvoir l'affiner. On a le temps total de la requête que je viens de lancer. Elle m'a pris sur le moteur 8 millisecondes. Dans mon moteur Power BI, hein, puisque j'ai gardé la liaison avec Power BI. Ici, c'est 8 millisecondes. Ces 8 millisecondes, ça veut dire que j'ai utilisé de la façon suivante des deux moteurs qui sont intégrés, le moteur de formule et le moteur de stockage. 5 millisecondes, donc savoir 62%, c'est utilisé dans le moteur de formule, et 3 millisecondes, c'est-à-dire 37%, dans le moteur de stockage. Ici, je suis étonné, il ne me donne pas le coefficient, je vais peut-être la réexécuter. Non. Voilà, tiens, ça c'est pas mal. Voilà, 19 millisecondes pour faire le traitement. Le temps dans le stockage. En fait, ici, on voit quelque chose, c'est qu'on nous dit que ça fait 16 millisecondes, mais dans l'utilisateur des CPU, c'est 16 millisecondes. Tout simplement, qu'est-ce qu'il a fait? C'est que le moteur de stockage, à différence du moteur de formule, le moteur de stockage utilise tous les processeurs pour faire le traitement d'acquisition de données. Et ici, il m'a utilisé 1,5 CPU. J'en ai 8 sur cette machine. Elle n'en utilisait que 1,5 pour le faire toute la requête. Donc c'est pour ça que le temps total dans les CPU, dans tous les cœurs, c'était 16 millisecondes. Mais comme les cœurs ont tous été utilisés simultanément, en résultat, même ma durée réelle
visible du storage engine, là, c'est 11 millisecondes, à savoir 58% du temps. Ici, le moteur de formule, qui est celui qui va faire la mise en forme du résultat, m'a pris 8 millisecondes et a pris 42,1%. Donc ici, on voit déjà des choses pas mal. Et ici, enfin, étant donné que j'ai désactivé le cache, il n'y a pas de formule en cache. Et il a exécuté 2 requêtes. Si vous voulez analyser comment est-ce qu'il a fait le traitement vraiment au plus fond du moteur, vous avez un espèce de, alors ça s'appelle du XSQL de mémoire, qui est un pseudo-langage SQL qui n'a rien à voir, qui vous permet de voir un petit peu quelles sont les commandes, les traitements qu'il a exécutés, un peu comme du SQL. On voit bien qu'il y a bien les tables, etc. Mais on trouve des fonctionnalités qu'on ne connaît pas, qui est PFCast, des choses comme ça dont on n'a pas la notion, etc. etc. Donc voilà, on a des commandes aussi de type VAND, qui ne sont pas des commandes que vous connaissez en SQL. Voilà ce que je voulais vous dire au niveau de tout ça. Du DAX Studio, donc on peut récupérer et optimiser cette requête, voir un petit peu comment ça se comporte et affiner. Et notamment, si vous avez des problèmes de performance dans l'un ou des deux moteurs, le moteur de formule ou le moteur de stockage va intervenir au bon endroit. Moi, je peux vous dire que ça m'a servi il n'y a pas longtemps. J'avais des requêtes qui duraient 10 minutes. En réanalysant tout ça, etc., j'ai trouvé une façon d'améliorer. Je suis passé à 3 secondes. Donc 10 minutes à 3 secondes, le gain est quand même assez substantiel pour les utilisateurs. Ils n'ont pas l'impression d'attendre et au moins nous, on a fait un bon travail là-dessus. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je vais vous montrer. Au niveau du DAX Studio, moi je vais vous montrer un autre produit, tout aussi gratuit, et une fonction peut-être méconnue de Tabular Editor, puisqu'il s'agit de ce produit-là. Pareil, là, je vais le lancer, Tabular Editor. Et, excusez-moi. Tabular Editor, je ne vais pas regarder comment décomposer le modèle, etc. Je vais utiliser une autre fonction qui est dans le mot modèle, dans Tools, quelque chose qui s'appelle Best Practice Analyzer. Et donc ici, je vois le détail. Ici, 98 problèmes de bonne pratique sont recensés. Je vais l'agrandir ma fenêtre. On va le détailler un petit peu. Alors, ce qu'il faut, c'est nativement, il n'y a pas ces bonnes pratiques sont pas disponibles. On les voit une fois que c'est fait, que c'est téléchargé. Je crois que c'est voilà, c'est les rules of pour l'utilisateur local. Ici, vous voyez, je peux les trouver chacune, la sévérité, etc. Et je peux les décocher si jamais il y en a une qui m'agace, que j'estime qu'elle n'a pas de sens. Je peux les désactiver, etc. Mais comment est-ce qu'on fait pour créer ces règles? En fait, on peut le faire simplement je vous ai préparé une petite slide pour vous l'expliquer. Ici, il y a un article du blog de Power BI qui vous explique qu'en fait, Microsoft a déjà fait le travail. C'est publié sur un GitHub, un fichier JSON, et en prenant simplement cette requête-là, ce code .NET, et en allant dans Tabular Editor, dans la partie Advanced Scripting, vous collez ce texte, vous le faites exécuter par la flèche verte. Je ne vais pas le faire puisqu'ils sont déjà chargés. Mon but est quand même détaillé. Vous allez vous retrouver avec toutes les règles que je vous ai montrées tout à l'heure. Là, je vais les détailler. Non, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas nous afficher? Voilà. Voilà, donc déjà ici, un certain nombre de choses qui me sont montrées. Il y en a 88 sur 18 règles au total. Il me dit par exemple, alors c'est pas le plus parlant, il me dit que le MDX ici, on a laissé dans le modèle la possibilité d'utiliser du MDX. Alors si vous tirez exactement tout ce qui est marqué là, environ les colonnes MDX, la possibilité d'utiliser MDX, vous perdrez la fonctionnalité Excel, puisque Excel n'utilise pas du DAX pour interroger le cube, mais le MDX. Donc si vous vous amusez à vouloir appliquer ça à la règle intégralement, vous allez perdre la fonctionnalité d'utiliser dans Excel. Ça peut marcher pour les clés, mais pour les autres colonnes, à proscrire.
D'autres choses, il a vu, lui, qu'on était dans un schéma en flocon, notamment sur la table produits et sous-produits, sous-catégories, le schéma en flocon. Donc attention, on peut remédier là-dessus. Je n'ai pas déclaré de table date, il me dit qu'il en manque, j'aurais pu le faire. Et il me propose cette table-là comme étant une table de date, c'est un peu les deux mêmes. Vous voyez, ces éléments sont tagués performance, donc on a plutôt intérêt à le faire. On a dans ce modèle beaucoup de liaisons many-to-many ou bidirectionnelles qui peuvent poser des problèmes. C'est surtout le modèle, il ne vous donne pas les règles. Il nous les donne ici, les bidirectionnels ou les many-to-many. Je ne sais pas pourquoi il sépare les deux règles, mais voici les règles, les jointures problématiques, elles sont là. Il se rend compte que à pas faire en termes de maintenance, il vous dit attention, supprimer les colonnes non nécessaires. C'est pas dit que dans le modèle, on les voit pas. On les utilise pas par ailleurs. C'est ça, ce genre de règle qui m'agace un peu. Il ferait bien d'être désactivé. On peut mettre des commentaires pour pouvoir exploiter, etc. Aucune, moi j'en ai aucun dans le projet, donc il nous a tous mis. En l'occurrence, il y a 33 objets par la même, etc. Je ne vais pas les dérouler toutes, ces règles, mais sachez, vous voyez, qu'elles sont plutôt pertinentes euh, et, euh, et permettent permettent d'améliorer. Ici, par exemple, ici, vous voyez le formatage, par exemple, je vais prendre celle-là. On a une colonne de type YesNo. On aurait peut-être mieux fait pour que les utilisateurs comprennent d'utiliser une colonne avec du texte du genre jour férié, jour travaillé, jour chômé, etc. Ainsi de suite. Donc, je vous invite vraiment ici, pareil, formater les dates. Voilà. Donc, un peu d'éléments qui permettent de voir un petit peu ce qu'on a pu louper. Donc, je vous invite vraiment à utiliser ce produit-là et d'essayer d'optimiser votre moteur ou de l'améliorer l'expérience de vos utilisateurs. Voilà, je vais risquer ma petite conclusion maintenant que j'ai fini mes démos. Alors, un peu de pub interne. Cette session, les bonnes pratiques, fait référence aussi à une autre session que j'avais fait dans le club Power BI de Strasbourg en décembre 2019, qui était comment faire les bonnes pratiques à respecter pour tout rapport. C'est un complément naturel. Et je vous ai mis un deuxième lien qui permet donc de gérer les bonnes pratiques, conseils relatifs à Power BI en français. Je vous invite à le regarder. Il y a encore d'autres conseils pour améliorer. Certaines sont communes, d'autres sont moi j'en ai parlé, eux ne le mettent pas, etc. Donc je vous invite à peut-être regarder. Voilà, je vais essayer de répondre à quelques questions. En tout cas, merci d'avoir suivi jusque-là. On me demande, est-ce que les technologies sont nécessaires pour quelqu'un qui veut faire une carrière dans le domaine des sciences de données? Alors, j'aurais tendance à vous dire oui, parce que finalement, beaucoup de ces éléments de logique sont communs à tout le monde, à tous les projets, à tous les moteurs de base de données, même si vous voulez faire de l'intelligence artificielle en tant que data scientist, etc., on va retrouver énormément d'éléments communs dans toute cette logique. Donc oui, par exemple, limiter la volumétrie de données, limiter, filtrer horizontalement, verticalement, oui, c'est des choses qui sont que les gens qu'il vaut mieux connaître parce que ça fait partie des bonnes pratiques de tous les produits. En termes de performance, quels sont les avantages d'une base de données CSS par rapport à une base de données SQL Server? En fait, un moteur de base de données serveur, c'est plutôt un moteur de type OLTP. Le mot-clé, c'est le T, c'est transactionnel. Le transactionnel, c'est beaucoup de requêtes, beaucoup d'utilisateurs simultanés qui vont remonter quelques données et qui ça va être très filtrant. Alors qu'un moteur SSAS, il va être de type OLAP, et le mot-clé, la lettre clé, c'est A d'analyse. Le moteur OLAP, c'est peu d'utilisateurs, beaucoup d'agrégation, c'est-à-dire beaucoup de volume de données pour ramener quelques données. Donc, SQL Server n'a pas forcément les mêmes performances en termes d'analyse et d'agréger les grands volumes de données. Il faut faire attention. Alors, ça peut être amélioré dans la partie SQL en utilisant du Column Store Index, par exemple, qui est en fait le même moteur que le moteur SSAS. Et d'ailleurs, c'est le mode de stockage par défaut des tables dans Azure SQL Data Warehouse. On a déjà du Column Store Index. C'est ce qu'on appelle aussi le Vertipack dans Power BI. C'est exactement
la même chose. Prochaine présentation, ça c'est OK, ça c'est pas une question, et je crois que j'en ai sauté une. Non, je ne vois pas. Pourquoi les données de type DataTime ont un impact plus important sur le dataset d'un rapport Power BI que les autres types de données? Excellente question. D'abord, il faut savoir que la taille de stockage d'un DataTime, donc date plus heure, est beaucoup plus important que stockage date. Et je crois que c'est pour stocker une date et une heure, ça prend 5 ou 9 octets, je crois, chaque ligne. Chaque colonne de type DataTime pour chaque ligne. Donc c'est déjà plutôt important par rapport à d'autres types. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que si on fait des fonctions dans un type DataTime, en fait, on stocke la valeur par incrément d'un jour. Et donc, si on veut transformer ça par rapport à une année, il faut faire des algorithmes assez complexes pour retrouver l'année, pour retrouver le jour et le mois quand on veut les afficher. Parce que c'est pas natif, il faut faire des opérations. Et étant donné que je crois que la base, je crois que c'est 1900 ou 1899, le traitement pour pouvoir retrouver la date d'aujourd'hui est assez complexe. Donc, oui, ça peut être un peu important de traiter les datatypes DataTime. Normalement, vous en avez qu'une, c'est normalement celui dans la table de date. Les autres ne servent qu'à faire des jointures. Voilà, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Je reviens au début. Ah, s'il y a un autre commentaire. Est-ce que... Okay. Oui, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Cette dernière, je crois. Peut-on utiliser DAX avec le mode Direct Query? J'ai répondu en session tout à l'heure. OK. La réponse était oui. Il y a un commentaire qui dit qu'on aimerait avoir un document qui dit quand et pourquoi utiliser chaque service et outil de Microsoft présenté ici. Bon, j'ai loupé celui-là. J'ai loupé. Donc, excuse-moi, Annie, c'est quoi la question donc? Ah, oui, je vois. Oui, c'est une. J'aimerais avoir un document ou article qui me dit quand et pourquoi utiliser chaque service outil présenté ici. Alors, la meilleure référence, ça reste quand même Microsoft Docs. Donc, l'adresse est docs.microsoft.com qui est très, très détaillée. Puis après, les articles de blog de toute la communauté internationale le détaillent, etc. Mais globalement, on retrouve des grandes familles, un ETL. Ça reste une grande famille. Les moteurs d'analyse, les moteurs de base de données, ça reste des grandes familles et on va pouvoir retrouver les noms des produits, mais surtout, on sait à quoi ils correspondent puisque ça fait partie de ces familles. Il existe des articles de blog, oui, pour détailler tout ça, mais il faut piocher un peu dans la littérature. Voilà. Je crois que ce coup-ci, c'est bon. On a répondu à toutes les questions, Annie? Oui, oui. Du monde qui n'arrête pas de vous remercier pour la qualité de votre présentation. Écoutez, c'est avec plaisir. Oui, à nous aussi, nous n'arrêtons pas de vous remercier pour les deux présentations, l'une pas plus intéressante que l'autre. À l'ouverture, débuter avec Azure pour les 10 billets, bon, c'était vraiment épatant. Et là, avec Power BI, les bonnes pratiques, et encore plus intéressante. Mais si je devais choisir, je ne vois pas laquelle. Elles n'ont pas le même thème, elles n'ont pas la même approche, elles n'ont pas forcément le même public. C'est beaucoup, beaucoup intéressant. Il y a une petite dernière question. Est-ce qu'il faut un niveau avancé en Excel pour utiliser ces produits de Microsoft? J'aurais tendance à vous dire oui. Une des fonctions importantes d'analyse dans Excel, ça reste les tableaux croisés dynamiques. Et donc, bien comprendre le fonctionnement d'Excel. Quand on maîtrise bien Excel, on rentrera facilement dans Power BI. Si vous n'êtes pas du tout à l'aise dans Excel, ça veut dire que vous avez peut-être quelques difficultés dans la manipulation des données, etc. Et ce sera beaucoup plus difficile probablement. Il y a une corrélation entre une bonne maîtrise d'Excel et la maîtrise de Power BI. Je parle que de Power BI. Dans d'autres types de produits comme les bases de données, c'est encore un autre formalisme.
qu'on ne retrouvera pas dans Excel, qui ne seront pas communs avec Excel. Mais il y a beaucoup de points communs entre Excel et Power BI. Et si vous êtes très à l'aise dans la manipulation de données et faire des tableaux croisés dynamiques, des graphiques croisés dynamiques, vous aurez beaucoup plus de facilité avec Power BI. Merci, merci beaucoup Philippe. Vous nous avez gâtés durant cet événement cette année. Donc, vous nous avez aidé à rehausser l'éclat de cet événement. Donc, vraiment merci. On ne sait pas comment vous remercier. Donc, et pourquoi pas celui de l'an prochain alors.